Bonjour et bienvenue au Carmel Actu qui vous amène à la rencontre d'une femme. Elle est l'icône historique de ces pays qui vous retrace son parcours dans un ouvrage intitulé « De l'uranium à l'uniquine, les religieuses militaires ». L'auteur est Madame Marie-Madeleine Mouifi. De ce qu'il faut retenir d'elle, elle est épouse et mère, licenciée en philologie romaine, linguiste sémanticienne, éducatrice à la vie, directeur chef des services à l'Institut de recherche économique et sociale. Marie-Madeleine Mouifi est l'auteur de plusieurs publications. Ne quittez pas, je vous propose de suivre cet élément réalisé par Nikez Mouzani, accompagné de Christophe Kabea. Depuis que vous avez commencé avec l'histoire d'enrôlement dans l'armée, tout. Effectivement, mon parcours à ce niveau-là, ça a commencé par ma vie religieuse. J'étais religieuse en 1969. Mes supérieurs avaient décidé que je vienne étudier à l'université Lovanium. Nous sommes venus avec deux de mes consoeurs. Et moi, je faisais la philologie romane à la faculté des sciences, à la faculté de philosophie et lettres, et ma consoeur était à la faculté de théologie. En 1971, le 7 et le 8 juin 1971, nous serons enrôlés à l'armée. Nous étions religieuses et nous sommes enrôlés, nous devenons des militaires. En tout, nous étions 13 religieuses, plusieurs prêtres, plusieurs religieux, plusieurs séminaristes. Donc, dans cette pour la première fois, dans l'armée nationale du Congo, on a trouvé, et dans le monde d'ailleurs, dans le monde, on a trouvé des prêtres, des religieux, des religieuses, des séminaristes devenus militaires. Et le séjour de ces gens-là dans l'armée, le séjour des prêtres, des religieux, surtout des religieuses, c'est ce qui fait l'objet de cet ouvrage. Donc, dans cet ouvrage, je parle de la façon, la vie des religieuses dans l'armée. Ça avait posé beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Même nos supérieurs étaient très inquiets. Comment les religieux, les religieuses dans l'armée, comment ça se fait, surtout les religieuses, comment ça va se passer? Il y en a qui croyaient que les officiers avaient pris des religieuses pour femmes, etc. C'est ainsi que j'ai pris la décision de mettre mes idées par écrit. De fait, chaque jour, après les exercices militaires, avant de m'endormir, j'écrivais tout ce qui s'était déroulé pendant toute cette journée-là. Vous voulez dire que le fait que vous étiez enrôlé au sein de l'armée, ce n'était pas par votre consentement, c'était par la contrainte du pouvoir en place? C'était par contrainte du pouvoir en place. Les livres expliquent pourquoi et comment. Sinon, c'était par contrainte. Le président avait décidé. Le président à l'époque. Je vous signale que je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un doyen avec lequel on doit pouvoir animer cette tranche. Sans toutefois plus tarder, je lui passe la parole. Madame, en parcourant cet ouvrage que je présente d'ailleurs à tous les téléspectateurs, vous racontez que les prêtres religieux, religieuses des grands séminaires, Jean 23, étudiants de la faculté de théologie à l'université Lovanium, furent tous enrôlés dans l'armée nationale en dépit des démarches du cardinal Albert-Joseph Malula. Et là-dedans, nous constatons qu'il y a beaucoup de dates. Vous notiez événement par événement. Si je comprends bien, excusez-moi, votre entrée de force dans l'armée a quand même une cause. Vous n'étiez pas quand même un fou. Qu'est-ce qui était à la base de votre insertion dans l'armée, madame? Effectivement, notre enrôlement a comme première cause les décisions des étudiants de faire le deuil de leurs compagnons, de leurs amis qui étaient tués
le 4 juin 69. Depuis le fait le 4 juin 69, les étudiants de l'Université de Lovanium et des instituts supérieurs avaient décidé d'aller rencontrer le président de la République, Mobutu Sese Seko, pour lui présenter les difficultés, surtout pour lui demander de bien vouloir augmenter un peu les bourses. Parce que la bourse, à l'époque, qu'on leur accordait, ne répondait plus aux leurs besoins, surtout aux besoins des étudiants mariés. Arrivé en Ngaliema, à la résidence, au bureau du président, au cabinet du président de la République, les militaires vont commencer à tirer sur les étudiants. Et beaucoup d'étudiants étaient tués, étaient morts, surtout les étudiants de Lovanium étaient morts au rond-point Ngaba. Ils n'ont pas pu faire plus loin pour arriver au mont Ngaliema. Ils sont arrivés au rond-point Ngaba, les militaires ont commencé à tirer et beaucoup d'étudiants sont morts. Et ces étudiants qui sont morts, on n'a pas su, étaient-ils enterrés, étaient-ils jetés dans le fleuve, et les choses s'étaient passées comme ça. Et lorsque vous étiez donc déjà dans l'armée, vous n'avez pas peut-être voulu venger le traitement dont a été victime vos amis? Je n'ai pas terminé, excusez-moi, pour bien comprendre l'événement. Le 4 juin 70, les étudiants de Lovanium ont voulu organiser un deuil sur les sites universitaires. On a circulé, c'était passé, et le 4 juin 71, on a aussi circulé. On a circulé, vous allez voir dans les photos qui sont là-dedans, on a circulé. Je vous rappelle que ces étudiants qui étaient morts le 4 juin 69, non seulement on ne savait pas les enterrer, on ne savait s'ils étaient enterrés ou pas, mais le président de la République avait interdit d'organiser un deuil pour ces étudiants, même pas pleurer. Les parents qui avaient perdu les enfants ne pouvaient pas pleurer. Toute la ville était surveillée de maison en maison pour qu'on n'entende pas des pleurs d'un étudiant quelque part. Tout cela avait vraiment choqué les étudiants, les mots de la jeunesse et même les parents, les Congolais à l'époque. C'est comme ça, les 4 juin, cette fois-ci, les étudiants de Lovanium avaient décidé d'organiser ces deuils pour organiser une journée de prière, une nuit et une journée de prière. Et après, nous allons terminer les deuils, finir tout à fait ces deuils en enterrant un cercueil vide. C'est après le deuil que vous étiez enrôlé au sein de l'armée? Effectivement, le 5 juin, le président de la République va envoyer des militaires encore, va envoyer des militaires sur les sites universitaires. Malheureusement, nous ne connaissons pas bien la cause, mais finalement, on a découvert qu'il pensait que, le président pensait que dans les cercueils, nous avons enterré un militaire. C'est pourquoi il voulait connaître effectivement ce qu'il y avait dans les cercueils. Mais ils apprendront ensuite que les cercueils étaient vides. Malgré tout, le soir, on décidera quand même l'enrôlement dans l'armée. Oui, mais pendant que madame, vous étiez enrôlée dans l'armée, ça a pris combien de temps universitaire pour lequel vous êtes venu sur le campus de l'université de Kinshasa? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Nous avons fait 3 mois aux casernes, 3 mois de formation intense de l'armée dans les casernes. Tous, nous étions vraiment casernés. Il n'est pas question de quoi que ce soit. Vous vous réveillez à 3 h du matin, vous allez vous mettre au lit peut-être à minuit, toujours dans la discipline militaire, dans les exercices militaires. Après ces 3 mois dans les casernes, la décision a été prise, nous sommes sortis, nous sommes revenus à l'université, Lovanium, pour faire l'unique session de l'année. Entre-temps, au mois d'août de la même année, le gouvernement avait, sur pression du président évidemment, avait décidé de disperser Lovanium, de supprimer carrément Lovanium. Et l'université Lovanium, l'enseignement, l'université Lovanium était devenue Université nationale du Congo jusqu'au 24 octobre de la même année. Pendant 3 mois, on parlait de l'Université nationale du Congo. Après,
le 24 octobre, quand ils se sont réunis, c'était le 24 octobre, c'était un grand jour dans l'histoire du Congo. Le 24 octobre, le gouvernement prendra la décision de changer carrément de nom, de même plus parler de l'université. Ce n'est plus l'université nationale du Congo, parce que le pays, on a décidé, même le pays doit changer de nom. Ce n'est plus le Congo. Le Congo devient Zaïre. Le fleuve devient Zaïre. Et la monnaie était déjà Zaïre depuis juillet 1967. Depuis juillet 1967, la monnaie était déjà devenue Zaïre. Et maintenant, le fleuve et le pays vont devenir aussi, seront appelés Zaïre. Et c'est comme ça que l'université qui était nationalisée sous l'appellation Université nationale du Congo va devenir Université nationale du Zaïre. Le Congo deviendra Zaïre. Et c'est ça du NASA. C'est alors va naître ce que vous avez entendu du NASA. On constate aussi, madame, que vous avez pris soin de noter, vous aviez un bloc-notes et un agenda très sévère que vous avez bien gardé. Quelle était votre idée en prenant toutes ces dates et notant les événements avec précision? Vous pensiez déjà à publier ou bien c'était quelle idée que vous retenez pour noter avec cette exactitude mathématique toutes les dates de ces différents événements que vous avez connus durant cette carrière académique? Effectivement. Comme je vous l'ai dit, l'inquiétude entre nos chefs, nos supérieurs religieux était telle que moi je me disais, je finirais par écrire. Leur expliquer au monde, expliquer au Congo, aux Zaïrois, aux Congolais, aux Zaïrois que nous sommes devenus à ce moment-là, et expliquer à nos supérieurs, à nos évêques, comment nous avons passé le temps à l'armée. Tout ce que nous faisions. C'est comme ça que chaque jour, j'avais les carnets. Les carnets, je l'ai encore ici avec moi. Écrire, pour qu'un jour venu, je puisse diffuser ces écrits, notre vie journalière dans l'armée. Pour ça aussi que dans votre ouvrage, il y a quelques illustrations, beaucoup de photos. Qui tirait ces photos? Parce que avoir les événements, et vous-même vous étiez religieuse, comment vous preniez soin de faire toutes ces photos ou bien quelqu'un d'autre le faisait? Effectivement, moi-même j'étais étonné. Imaginez-vous les étudiants, la jeunesse a beaucoup d'imagination. On s'est rendu compte qu'il y avait des miliciens, comme on nous appelait, des miliciens, des étudiants militaires qui avaient des photos, des appareils de photos. Et on prenait. Et je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup de photos. Comment on prenait les photos, on me les donnait, et bon, je prenais comme ça, j'ai gardé, et j'en ai même plus d'ailleurs. Donc, il y avait des miliciens, des étudiants miliciens qui prenaient des photos et qui me les donnaient. Oui, merci madame. Pendant que vous étiez dans l'armée, quel est l'événement que vous avez beaucoup plus regretté? Très dur. Vous vous rendez compte, une religieuse, c'était dur. Moi, on me punissait facilement parce que je ne connaissais pas les Lingala. Quand on me posait une question peut-être simple, bien, et que je dois répondre à Lingala, je ne connaissais pas, et que je disais un mot en français, on me demandait de faire des culbutes, et voilà, j'avais peur de faire des culbutes. Quand j'essayais, j'ai tombé de côté, on me punissait encore. Tout ça, on n'oublie pas. C'est humiliant pour une religieuse. C'est humiliant. Et pour une femme qui j'étais préfet, fondateur d'une école, d'une section des humanités, et vous êtes traité comme ça. Ça, c'est des événements qu'on n'oublie pas. Mais il y en a d'autres, par contre, qui sont petit à petit devenus favorables à l'éducation. Mais ça, cette étape-là a été très dure, très humiliante. Personne des collègues n'avait oublié ça. Est-ce que, madame, après la formation militaire, vous avez pu terminer aussi la formation universitaire. Comment ça s'est passé dans vos communautés religieuses de provenance? Vous êtes rentré, on vous a accueilli convenablement en tant que militaire, ou bien, bon, il y a eu autre réaction de vos responsables religieuses? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Les réactions, il y en avait.
des réactions négatives. C'est-à-dire, cette méfiance-là, effectivement, il y en avait. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut s'interroger, on se demander comment nous vivions. Hein, c'était des inquiétudes. Hein, des inquiétudes qui créaient aussi des méfiances. Il y en avait des méfiances. C'était à nous à prouver que la méfiance n'avait pas de raison d'être. Nous n'avons subi que la sanction de l'autorité politique. Nous n'avons fait que subir, mais nous n'avons pas trahi ni notre foi, ni notre vocation. C'est comme ça que beaucoup de nous sont restés. Beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux, beaucoup de religieuses sont restés dans le couvent jusqu'à aujourd'hui. Ma consoeur est aujourd'hui générale de la congrégation des Sœurs de Marie au Kwango à Kikwit. C'est pour dire que il fallait quand même montrer que le milieu, si nuisible soit-il, n'a pas porté atteinte à notre vie de consacrés. Vous avez pu quand même servir le pays en tant que militaire. Bon, en tant que militaire, servir le pays, nous faisions ce qu'on nous disait. Moi, chrétienne et religieuse, quand j'ai fait ce qu'on me dit, j'essaie de rester de la nation en tant que milice. C'était gratuit ou bien vous étiez aussi militaire de l'armée zaïroise? Oui, effectivement, après les caserne, nous avons fait 3 ans. Nous avons fait 3 ans dans les campus. Pendant les 3 ans, nous ne sommes pas rentrés chez nous. Nous étions dans les campus, donc militaires, sous les tenues militaires. Mais après les 3 ans, nous sommes restés encore miliciens. C'est-à-dire, on pouvait recourir à nous lorsqu'on avait besoin de militaires. Hein? Quand des guerres ou quoi, on pourrait recourir à nous. Et c'est là jusqu'au 7 septembre 1991. En ce moment-là, nous étions carrément, nous avions le statut de militaires. Vous voyez, le statut de militaires. Nous servions les pays, nous étions aux études et nous sommes partis dans les différents campus. Les universités étaient devenues des campus. Nous étions comme ça. Il y a livré aussi une guerre. Non, on ne sait jamais. Pendant tout ce temps, Dieu merci, il n'y avait pas de questions, de problème de guerre dans les pays. Il y avait du calme. Non, mais le président devenait de plus en plus dictateur. Hein? La dictature a pris naissance à partir de ce moment-là. Et Mobutu s'est imposé. Il est devenu dictateur et la dictature a pris naissance d'une façon ferme en 1973. Réaliser des usines, les biens des étrangers pour les donner aux Congolais. Toujours dans cette dictature naissante. Pendant que vous étiez milice en réserve, mais le pays a quand même connu des guerres. Nous avons eu la guerre des Moba, nous avons eu la guerre des 80 jours, tout ça. Vous étiez en réserve. On n'a pas recouru à vous? Je ne sais pas. Peut-être on avait recouru à nous, mais je ne crois pas. Je l'aurais su. Mais du moins, j'avais déjà quitté le couvent. J'ai quand même rentré dans mon couvent. J'ai été rentré, j'ai enseigné, etc. C'est après que j'ai demandé à quitter. Mais quand bien même cela était arrivé, quand bien même je ne sois plus au couvent, je l'aurais su. Je l'aurais su, mais je pense qu'on n'a pas recouru. En tant que religieuse, vous n'aviez pas l'obligation dans votre accoutrement. C'est-à-dire, vous habillez encore comme religieuse ou bien comme militaire pendant que vous êtes rentré après la formation? Après la formation, de fait, nous avons été démilitarisés. Après 3 ans, nous avons été démilitarisés. Nous ne portions plus la tenue militaire. Mais nous avions ces devoirs-là. Vous voyez, hein? Pas le devoir de porter la tenue, mais qu'on nous reconnaisse militaires. Et au temps opportun, si on fait recours à nous, nous devons réagir et répondre. À défaut, chacun chez soi. Et c'est ce qui était arrivé. J'étais marié, j'ai quitté le couvent, j'étais marié, j'étais à Kisangani avec mon époux. Et vous pouvez nous donner un petit résumé d'une journée de religieuse en formation? Quand vous vous réveillez, la journée commence à quelle heure? Elle se termine à quelle heure? Tel que j'ai vu quelques traces dans votre ouvrage. Évidemment, le réveil n'était pas vraiment décidé d'un coup comme ça. Ça dépendait de nos chefs. Si le chef veut, selon le programme d'exercice qu'il avait prévu, s'il veut nous réveiller à 2 h du matin, il siffle à 2 h du matin, vous êtes debout. S'il veut 3 h du matin, vous êtes debout. S'il veut 4 h, mais généralement c'était à 4 h du matin. Nous réveillons à 4 h du matin. Et le reste, le cheminement de la journée, c'était comment?
c'était réparti. Puis vous avez vos armes, vous devez traverser la forêt, vous devez traverser la brousse, comment vous devez les porter. Tout ça, on nous apprenait, tous ces exercices-là. Alors, pendant donc des calendriers, du programme d'activité pendant ces jours-là, et les tout revenaient, on nous réveillait plutôt un peu plus tard à cause de ça. Quel est l'apport de cet événement? La vie militaire, peut-être vous voulez savoir quels étaient mes sentiments. Après cela, la vie militaire, nous avons fini par l'aimer. Nous avons fini par l'aimer, la vie militaire, parce qu'elle nous a appris il y a des vertus que nous avons eues là-bas, entre autres la discipline. Entre autres la discipline. Un militaire ne marche pas n'importe comment. Un militaire, un homme soumis. La soumission, nous l'avons apprise vraiment. L'autorité a parlé, l'autorité a parlé. Et puis, à l'armée, on nous a appris que la fonction que vous exercez est supérieure au grade. Je suis directeur, chef de service. Mais lorsque mon chef est chef de division ou chef de bureau, je dois me soumettre. Ça, c'est la formation militaire. Le grade la fonction est supérieure au grade. Ça signifie que l'armée nous a appris la soumission, l'armée nous a appris la discipline, l'armée nous a appris le respect de l'autorité et du pouvoir. Vous voyez, on a appris beaucoup de choses qu'on aurait dû avoir dans le pays, dans notre jeunesse, qu'on n'a pas. Hein? C'est de reconnaissance de l'autorité, c'est de reconnaissance du pouvoir, c'est de reconnaissance des activités que vous devez faire et vous les faites avec amour, avec discipline. Oui, là, je passe la parole à mon aîné. Peut-être il a quelque chose à ajouter par rapport à ce que Madame Madeleine a avancé comme explication. Vous avez la parole. Oui, je pense que tous les téléspectateurs qui ont suivi cette tranche ont une idée exacte de ce qu'a été la vie des étudiants vers les années 70 avec le régime. Comme le dit bien l'auteur de cet ouvrage, Madame Marie-Madeleine Mouifi Bodibatou, de l'Ovalium à l'Unikine, les religieuses militaires. Un ouvrage que nous vous recommandons pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays aujourd'hui qu'on appelle la République démocratique du Congo. Vous allez découvrir la vie d'un étudiant de cette époque-là par rapport à celle que mènent d'autres étudiants actuels. Ce sont des personnes bien formées moralement qui avaient une éthique. Et d'ailleurs, vous l'avez suivi, Madame a confirmé que cette formation militaire n'est pas vraiment nulle pour leur vie actuelle. Ça constitue, ça a été aussi un moellon, une brique de plus dans la vie active qu'elles ont aujourd'hui. Nous vous recommandons tous le parcourir et enrichir vos connaissances par rapport dans cette société universitaire et la société congolaise en général. Pour cette condensée, vous avez aimé, allez sur www.carmelmedia.info. Merci, bye.